Alors je suis Vincent Bojas, le scénariste de Daemon, entre autres. Et je suis Ronan Toulouat, je suis dessinateur de Daemon. Moi, la bande dessinée, je baigne dedans depuis tout petit. Et ado, c'était devenu un mode d'expression assez naturel. Je faisais des pages de mon côté, mais je finissais jamais les histoires parce que je n'arrivais jamais à faire des histoires. Tout ce qui m'intéressait surtout, c'était de faire de la bande dessinée et de dessiner. Et donc, quand je commence mes études, ma première année d'études, ma petite sœur qui est encore au lycée me dit « Ah, j'ai un pote qui écrit et tout, ça devrait te plaire ». Et elle m'envoie le contact, puis on échange avec Vincent, et puis on se rend compte qu'on a les mêmes envies. Et je lui dis « Hey, ça te dit, on va faire de la bande dessinée ». Et il se trouve qu'il m'avait transmis ce qu'il écrivait à l'époque, et j'avais fait des dessins issus de ça. Donc quand il les a vus, il a plutôt apprécié. Moi, l'histoire est plus simple, c'est en fait jamais je serais allé à la BD si j'ai pas rencontré Ronan. Je ne sais pas dessiner, donc pourquoi je serais fait de la BD? Moi, j'aimais inventer des histoires, mais c'était genre, tiens, peut-être qu'un jour j'écrirai un roman, ou voilà. Et c'est la rencontre avec Ronan qui est déterminante, parce qu'on se dit, ok, tous les deux, on va tout faire pour se faire éditer. Et on s'est rencontrés, donc moi j'étais au terminal, toi t'étais en première année de fac. Ouais. On avait 18 ans, et on s'est dit, on sera publié. Et il a fallu 8 ans. 5 ans pour décrocher la timbale et 8 ans pour que ça sorte. Voilà. Alors Daemon, c'est le principe, c'est en pleine mythologie grecque. Nous suivons les pas d'un demi-dieu, fils d'Arès, donc ce qui fait qu'il est très mal vu dans la mythologie grecque. Et surtout lui très misanthrope, souvent pris à cause de son héritage paternel de bouffées meurtrières, psychotiques. Et ce héros, cet anti-héros en fait, fait un jour une bêtise et est puni par Zeus. Et donc il est maudit. Il est maudit, ce qui fait qu'il se transforme peu à peu en statue de marbre, sauf s'il suscite la gratitude chez les autres. Ce qui va l'obliger en quelque sorte à devenir une sorte de héros. Voilà. Mais bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Donc il est suivi par un jeune poète qui veut en faire de lui le nouveau héros, le nouveau Achille, le nouveau Hercule. Et son chien Diomède. Et tous les deux vont vivre des aventures, rencontrer un troisième larron en personne de Calista. Et là, l'idée, c'est vraiment d'être dans la base d'une grande épopée. On va les suivre sur pas mal de tomes, à chaque fois qui résout un tome indépendant, mais qui fait évoluer les personnages. En fait, c'est né c'est une longue histoire, parce que moi, je l'ai écrit en 2018, il est très vieux, j'ai l'impression d'être dans le cinéma, tellement ça a duré longtemps. En fait, il y a donc 7 ans, je parle avec Gauthier Van Berbeck, le directeur du Lombard, qui me dit qu'il ne trouve pas normal que la mythologie grecque ne soit pas utilisée dans la BD autrement que pour raconter de nouveau les mêmes mythes. Et il dit, c'est marrant qu'on ait dans la mythologie nordique un personnage comme Thorgal et qu'on n'ait pas l'équivalent de Thorgal dans la mythologie grecque. Et il m'a rien dit, tu n'aurais pas une idée, tu n'aurais pas moyen de le lancer. Sur le coup, non, pas du tout, ça m'était jamais venu à l'esprit. Mais j'y réfléchis. Je retourne vers lui avec une proposition. Et là, on va dire, il y a un peu l'alignement des planètes, dans le sens où mon idée colle à ce que lui attendait. Voilà. Alors, quand je parle de l'affiliation avec Thorgal, l'idée c'est aussi de ne pas reproduire un Thorgal dans le monde grec. C'était un peu... Donc là, je me dis comment aussi changer par rapport à Thorgal, comment créer un peu le contre-pied de ça. D'où le fait que là où Thorgal est un simple homme, mais qui a des principes moraux extrêmement forts et qui c'est presque des super pouvoirs chez lui, je me suis dit, je vais faire l'inverse, je vais prendre un personnage extrêmement fort physiquement, un demi-dieu, quelqu'un qui est déjà héroïque dans sa forme, mais qui, d'un point de vue psychologique, est un enfant et a tout à apprendre en fait. C'est là-dessus que j'en ai parti. Gauthier a été convaincu, mais le dessinateur qu'on avait trouvé au départ, ça devait être justement Fred Vigneault, le dessinateur de Thorgal, parce que l'idée, on voulait continuer cette continuité. Mais Fred a préféré se consacrer à Thorgal, rester sur Thorgal. Il a mis un peu de temps avant de nous dire, parce que je pense qu'il ne voulait pas nous vexer. Et une fois que Fred a dit non, finalement je ne le ferai pas, on n'a pas voulu se presser avec Gauthier. On a voulu vraiment attendre de trouver le bon dessinateur. Ronan avait déjà lu à l'époque mon scénario depuis longtemps, parce que je lui fais tout lire. Il avait dit quand même j'aimerais bien le faire, mais à l'époque on avait une actualité chargée et puis c'était pas du tout l'objectif. C'était pas l'objectif, mais c'est pas du tout l'objectif. Mais je t'avais dit que oui, ça comportait tout ce qu'il fallait pour faire une excellente histoire déjà et une excellente série avec un personnage fort. Et en fait le truc c'est que on va au Lombard où là on signe Kozak avec Johan Guillot et Renan, et quand Gauthier voit le résultat du travail sur Kozak, il dit c'est ça que je veux pour Daemon.
projet déjà compliqué aussi, Kozak. Hein, Ouais, le projet déjà compliqué parce que pareil, c'était avec un autre dessinateur qui avait lâché l'affaire et tout, donc on a essayé de remonter une équipe graphique pour faire vivre le projet. Tous les éditeurs lâchent, mais tous les équipes fidèles avec moi, c'est bien. Dès le départ. Toi, tu avais une idée très forte pour Daemon. Pour Daemon, j'avais une idée très forte. Tu avais une image récurrente en tête qui était. Qui n'a pas bougé parce que tu as pris quasiment la même. Qui était une image d'un Spartiate avec des dreadlocks. Après, il y avait aussi une importance. En gros, Eugenios devait être un anti-Daemon. Donc, une fois qu'on avait Daemon, de toute façon, après le reste, Eugenios coulait tout seul. Voilà. Mais Daemon, il y avait surtout une règle. Je voulais, et on était d'accord tous les trois là-dessus, il fallait qu'il porte son côté divin sur lui. Daemon, l'idée, c'est quelqu'un qui ne peut pas enlever son costume. C'est quelqu'un qui, je suis un demi-dieu et dès que j'arrive dans un lieu, ça se voit tout de suite. Je fais 2,20 m, je suis une montagne de muscles. Voilà. J'en impose par ma stature et nous, la référence commune qu'on avait, c'était c'est dans l'univers de Warhammer 40 000, c'est les Space Marines. Voilà. L'idée, c'est qu'on ne peut pas, à aucun moment, on peut se dire, ce gars-là, non, il est normal. Et pourquoi ? Parce que c'est important, c'est qu'il ne peut pas jouer un rôle, il ne peut pas faire oublier un instant sa divinité, il le porte sur lui comme un stigmate. Donc c'était déjà important d'un point de vue graphique, mais d'un point de vue aussi scénaristique. Donc ça, c'était vraiment la base. Et en partant de ton image forte de visage donc de Spartiate avec ses dreadlocks, on s'est dit aussi que alors non seulement c'est le fils d'Arès, mais c'est également le fils d'une paysanne. Donc il fallait qu'il porte les attraits de la guerre, mais également d'un guerrier vagabond, puisque c'est ce qu'il est, c'est un mercenaire vagabond et pragmatique. Et pragmatique, tout à fait. Donc il fallait qu'on sente que son costume était usé. Qui n'était pas coûté très cher. Usé mais entretenu. Mais entretenu, voilà, tout à fait. C'est un professionnel de ça. Mais il n'a pas de protège tibia en métal, très riche, très travaillé. Son casque, il est cabossé parce qu'on voit qu'il en a connu. Son bouclier, c'est pareil. Et de la même manière que son bouclier, il est factuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décoration dessus. C'est un bouclier parce que ça sert à se protéger, c'est utile. Et on l'a pensé comme ça. Une fois que lui, on l'avait en pied avec son chien, puisque Diomède était et là pour le coup j'ai apporté un peu le look de Diomède. Je voulais effectivement un chien qui soit à la hauteur de Daemon, et il existe les chiens, les dogs allemands qui sont immenses et en plus qui ont des gueules particulières, et je me suis dit avec ça en plus je peux jouer avec une langue qui va dans tous les sens, des babines avec des labas. Facilement passer du côté très intimidant et flippant à un côté un peu presque pâteau. Voilà, et rigolo. Donc je pouvais vraiment jouer sur ces deux terrains. Et donc comme le disait Vincent tout à l'heure, Eugenios, c'est le contraire complet de Daemon. Donc c'est un aide, un poète grec, et donc il fallait que ça se ressemble. Donc là aussi fait assez naturellement. Le côté blond, le côté lumineux. En fait, c'est le personnage lumineux. Là où Daemon est un pessimiste dans l'âme, lui c'est l'optimiste, mais tout aussi mauvais. Enfin, je veux dire, il est optimiste, des fois il a pas de raison de l'être en fait. C'est vraiment, il va trop loin là-dedans. L'idée c'est que les deux, en fait, ils sont dans un extrême chacun, mais même pas complémentaires parce qu'ils se tirent l'un l'autre vers des. Et donc ils vont avoir besoin de ce troisième luron qui va être là pour dire attendez les gars, on va calmer les choses. Voilà. Et puis Calista, Calista c'est cette jeune prêtresse qui travaille dans le temple d'Apollon. Il fallait qu'elle ait un côté, rebelle. Donc ça, je l'ai travaillé avec les mèches de cheveux qui partent dans tous les sens, et en même temps elle refuse son statut de jeune prêtresse toute sage. Donc fallait pas qu'elle ait je voulais pas forcément qu'elle ait un look trop recherché, trop sexy. Au contraire, voilà, ça fait un peu sauvageonne, et donc mais c'est peut-être celle que j'ai un peu moins travaillé pour le tome parce que toute l'énergie et on la voit moins. Par contre là, dès le tome 2, justement, comme c'est un personnage qui prend vraiment une importance, j'ai commencé à retravailler le personnage dans un look qui est bien à elle et qui doit être aussi complémentaire de deux, parce qu'au final ils vont former un vrai trio en fait. On parle des grandes lignes ensemble. Ouais. Tu écris. J'écris dans mon coin. Au moment du storyboard, on est ensemble parce que là, il y a et ensuite après, ils se démerdent. Dès que j'ai le script, on échange énormément. Mais généralement, moi, le storyboard, je le fais d'une traite parce que moi, j'aime bien travailler dans ce que j'appelle un flow. C'est-à-dire qu'une fois que je me rentre dans une ambiance, j'ai l'impression d'être immergé dans mon film en fait. Et donc, je fais mon storyboard d'une traite. Et justement, dans ces moments-là, ça nous permet d'échanger aussi plus facilement. En plus, Vincent, qui peut avoir écrit le script il y a longtemps,
lui, le fait que moi, du coup, je me mette aussi dans le storyboard au moment où je l'attaque, fait qu'il se remet en tête l'ambiance. Des fois, en ayant un peu oublié ton script. En ayant des fois même carrément oublié. Mais c'est bien parce qu'en fait, je le prends en tant que lecteur. Donc j'ai pas d'affect par rapport à ce que j'ai écrit, comme on pourrait l'avoir 2 heures après avoir écrit quelque chose, on tient à quelque chose. Ce qui fait que des fois ça m'arrive de relire l'album et de me dire, c'est comme si c'est pas moi, d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est mon moi d'il y a 7 ans, des fois il y a longtemps, là ça faisait 5 ans. C'est ça. Et donc en fait j'arrive à pouvoir l'analyser sans affect, sans ego, donc c'est assez pratique là-dessus. D'autant plus que il y a des choses que fatalement j'interprète de mon point de vue et tout, ou que des propositions de Vincent qui rentrent pas forcément dans la page ou comme j'ai dans ma vision en fait. Donc je fais une proposition puis après on essaie d'ajuster. Donc ça c'est la grosse étape. Et puis une fois qu'on est vraiment d'accord avec la narration et le découpage, moi je passe à l'ancrage. Et là commence, alors particulièrement pour cet album, commence aussi un échange avec le coloriste, avec Johan Guillot. Parce que je vais, en fonction des pages, je vais lui laisser aussi plus de place à la couleur. Donc on échange sur les ambiances, on échange sur ce qu'on veut mettre en avant. Là typiquement, on a entre nous je vais vous montrer à la caméra, ça c'est une case qui a servi pour un ex-libris pour Angoulême. Et c'est un bon exemple parce que l'importance de cette case, c'était qu'il fallait que Damon soit face à une manifestation d'Arès qui est dans le soleil levant. Donc et il faut qu'il y ait une profondeur de champ qui se ressente. Donc j'ai vachement ancré le premier, mais dès les seconds plans, tout ça c'est ancré au feutre gris. Et ça lui permettait lui d'avoir une structure sur laquelle poser sa couleur, mais de garder cette profondeur de champ. Il y a d'autres pages dans l'album qui sont beaucoup plus chargées en noir, mais parce que ça le nécessite. Donc voilà, il y a cet échange-là. Et puis, mais une fois que j'ai fini mon ancrage, généralement avant le coloriste, mais on a déjà mis en place tout ça, on a déjà calé tout. Donc lui après il file sur la fin et puis voilà quoi. Non mais tant que ça marche. En fait on a signé 3 tomes. Si on ne fait que 3 tomes, on serait déçus de Ligne de Force parce que c'est une série qui a vocation à durer dans le temps, à s'inscrire, à voir les personnages évoluer. Par contre, moi, ce que j'ai en tête vraiment, c'est une thématique. Enfin, c'est là où va le personnage. Je supporte pas quand on voit arriver un méchant qui n'a pas été prévenu, comme ça, qui arrive un peu de nulle part. Vous savez, un peu dans la plupart des séries, ce qu'il pourrait y avoir parfois dans les séries du samedi soir sur M6 ou dans certains mangas où notre héros il affronte le personnage le plus balèze du monde, il le bat, ouais mais il faut faire une suite. Ah bah il y a un autre personnage plus balèze du monde, ah bah non on avait dit. Il sort du chapeau. Donc moi j'aime bien anticiper ça en ayant une sorte de vision sur là où doit aller le personnage et vers quoi il va tendre. Donc il y a déjà dès le tome 1 il y a des petits indices de ce que je pourrais faire éventuellement dans le 8 ou le 9. Donc après ces pistes là ne sont pas forcément prises, il y a des choses qui peuvent changer. Mais j'aime bien laisser une petite piste comme ça que je peux suivre et tout. Donc il y a une idée vraiment une idée très précise de ce que je vais faire par la suite. Après, au lecteur de décider si ça va durer ou pas. Bah déjà, vu comment c'est pas agréable dans mon crâne, est-ce que j'ai vraiment envie d'entrer dans le crâne d'un artiste ? C'est compliqué comme question parce que en tant que dessinateur, je suis un grand admirateur d'énormément d'artistes. Pour autant, là, je m'en imprègne et je sens qu'il y a des choses qui vont ressortir dans mon dessin, notamment dans mes expérimentations. Mais c'est ma sensibilité à moi et je suis pas, effectivement, comme le souligne Vincent, je peux pas. En ayant discuté avec beaucoup d'autres collègues d'ailleurs, on se rend compte qu'on fait tous ça. C'est-à-dire qu'on essaie tous de s'imprégner ou de regarder et d'être curieux du travail des autres. Et en fait, se transposer dans la tête d'un autre artiste que j'aime bien, ça serait en fait pareil. Il se n'apporterait peut-être pas. Enfin, ça serait ça serait un miroir, mais ça serait la même dynamique en fait. Et moi, j'ai un peu un leitmotiv, c'est ne rencontrez pas les auteurs que vous aimez. Donc vous aimez les œuvres, ne rencontrez pas l'auteur. Gardez l'œuvre, jetez l'auteur en fait. L'auteur n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'il écrit. Donc si je rentre dans sa tête, là, je vais avoir des trucs que je peux pas oublier après. Oui, c'est vraiment une question difficile. Là, j'avoue, c'est pas simple à y répondre et justement, je pense que ça doit rester compliqué à y répondre.